mécanisme, c'est que depuis maintenant une trentaine d'années, la Chine systématiquement reçoit l'ensemble de ces flux de déchets, ou on va dire de matières premières recyclables. Et maintenant, depuis vraiment plusieurs années, et de manière très progressive et de manière beaucoup plus brutale à la fin de l'année dernière, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus être la poubelle du monde. Et il y a tout un tas de ces matières, les moins pures, les plus sales, les plus compliquées à traiter, qui ne veulent plus. Et ça s'est arrêté d'un coup. Et là, on se rend compte qu'en fait, les filières bâties chez nous depuis une trentaine d'années, eh ben, elles tenaient. Leur viabilité économique, leur rentabilité économique tenait au simple fait qu'à peu près 50% de ce qu'on pouvait collecter et traiter était réexpédié à l'étranger. Et c'est ça. Et l'enjeu, il est très fort, c'est que maintenant, en fait, ça fait comme si depuis 30 ans, on bâtissait des filières recyclage en France, et bien maintenant, on va devoir vraiment le faire. On va devoir relocaliser cette activité en France. Donc, vous l'avez compris, notre époque, elle est confrontée à un paradoxe. Il n'y a jamais eu autant de déchets dans le monde, et pourtant, dans nos pays industrialisés, on n'en a jamais vu aussi peu. Le monde génère, à l'heure actuelle, près de 3 millions, les chiffres c'est nul, mais j'aime bien vous en abreuver, 3,5 millions tonnes de déchets par jour. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, la production quotidienne des déchets dans le monde, elle est 10 fois supérieure à un demi-siècle. La France y va de son lot détritus. En France, on parle à peu près de 325 millions de tonnes par an. Mais vous savez que la manière de compter les déchets change tout le temps. C'est un peu comme les chiffres du chômage. Donc maintenant, on ne compte plus, par exemple, les déchets issus de l'agriculture par rapport à des pays comme l'Allemagne, où en gros, on recycle là-bas 62%. Et je vais vous montrer après un cas éloquent, qui est le Caire, où là, on recycle, mais le chiffre est invérifiable, c'est pour ça que j'aime bien le donner, 80%. Ce qui est intéressant, on verra. Je n'ai pas dit l'Égypte, j'ai dit le Caire. Vous verrez comment au Caire, on se débrouille pour recycler 2 fois, pardon, on va dire 3 fois plus qu'en France. Donc alors, voilà, qu'est-ce qu'on appelle véritablement le recyclage? Et là, je reste sur le domaine français que vous connaissez. Donc en réalité, les collectivités françaises se contentent de collecter parce qu'elles sous-traitent en fait une grosse partie de la chaîne. Je vous le disais tout à l'heure, si on prend le cas d'une bouteille, vous savez, en gros, on arrive à collecter une bouteille sur 2. Ça veut dire qu'une bouteille sur 2 termine dans le milieu. Le milieu, voilà, ça va être dans la petite rivière qui va aller dans la grande. Et à la fin, pour schématiser un peu les choses, ça va terminer dans le Rhône et ça va finir en Méditerranée. Vous connaissez maintenant les problématiques un peu de ces proliférations des plastiques qui ne disparaissent pas. Le plastique, c'est formidable. C'est léger, c'est transparent, ça conditionne, mais il a une propriété qui nous pose problème, c'est qu'il n'est pas biodégradable. Et si vous devez sortir avec une idée ici, c'est que le plastique, on ne le recycle pas. Il faut arrêter avec ça. On ne le recycle pas. On arrive à le transformer, peut-être dans le meilleur des cas, une fois ou deux, mais on a un vrai problème. Et donc ce plastique, on va devoir vivre avec. Vous avez suivi aussi, on n'en a jamais autant produit que ces 10 dernières années. On en a plus produit ces 10 dernières années que depuis l'invention du plastique. Et on sait déjà que les 10 prochaines, on est sur les mêmes tendances. Et elle finit où? Destination finale, là où vont nos déchets. Ils vont effectivement au Vietnam, mais ils vont aussi en mer Méditerranée. Et aujourd'hui, on a un gros problème avec la mer Méditerranée parce qu'on n'a pas ces gyres qu'on nous a décrits, ces tourbillons qu'on nous a décrits dans l'océan Pacifique. Il n'y a pas comme ça de concentration. Non, on est sur un modèle qui est presque épidémiologique. Le plastique se fragmente de plus en plus et se décompose dans des particules qui sont de plus en plus petites, qui se dispersent. Et ces particules, elles composent des hybrides qui nous posent vraiment des problèmes parce que elles sont mi-artificielles, mi-naturelles, parce que ces particules, en fait, elles sont colonisées. Il y a un biofilm qui va dessus, ça devient un milieu naturel. Et que constatent nos collègues océanographes en Méditerranée? C'est une invasion de micro-organismes qu'on ne connaissait pas en Méditerranée, qui, à la faveur de ces micro-radeaux, colonisés et tout, sont en train d'essaimer partout. Donc, en fait, on a des pollutions qu'on ne veut pas voir, mais qui sont elles-mêmes invisibles, et dont on ne sait pas quel est vraiment l'impact. Donc le plastique, c'est un problème. Donc vous avez compris, on ne le recycle pas, et quand on le collecte bien, une fois sur 2, on arrive à le transformer, et après on l'envoie à l'autre bout du monde. Alors plus en Chine, en tout cas pas les plastiques les plus dégueulasses, et maintenant, mais ça on en parlera après. Voilà. Donc en les triant, ces déchets avec notre aide, on est
On a besoin. Donc en les triant avec Notel, les collectivités transforment des déchets en matières premières secondaires réutilisables dans des cycles de production par des entreprises qui sont aujourd'hui situées plutôt sur le sol chinois ou turc. Hein, on y viendra. Autrement dit, ça c'est une idée qui me tient à cœur, le tri est aux déchets ce que la distribution est aux objets de consommation, la condition de la circulation et des échanges. Ce marché dans lequel nos déchets sont valorisés, achetés, recyclés, revendus, sous une autre forme, ne date pas d'hier. L'économie mondialisée, hein, des mines urbaines, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, on en parlera. Ouais, les mines urbaines, je vous en parlerai très rapidement. Moi, je ne m'intéresse pas au plastique. J'ai fait une petite digression pour en parler là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est les métaux. Les métaux, pourquoi ils m'intéressent? Parce qu'eux, on les recycle, véritablement, et depuis très longtemps. Et donc, aujourd'hui, on s'est aperçu, hein, la mine urbaine, ce sont ces gisements de surface. Ce sont tous ces métaux qui sont contenus dans les artefacts qui ont été produits par les hommes, qu'aujourd'hui, on essaye de récupérer. Donc imaginez, hein, les métaux qui sont les nôtres, pendant très longtemps, c'était creuser des trous dans la lithosphère. Et bien, imaginez maintenant qu'on a une couche supplémentaire, que cette couche, elle est en surface, c'est l'anthroposphère. L'anthroposphère, c'est quoi? C'est l'ensemble des artefacts que l'homme a produits, qui contient tout un tas d'éléments, de composants, de matières, d'éléments qu'on va aller chercher par toutes sortes de procédés pour les récupérer et les réinjecter dans les circuits de production. Alors l'économie mondialisée, un de ces mines urbaines, un de ces gisements de surface, débute dans les années 60 avec l'émergence d'un problème des déchets, qui a parfaitement expliqué, elle n'est pas là ce soir, mais beaucoup d'entre nous le connaissent, Baptiste-Monsaint-Jean. Hein, donc, le problème déchets dans les années 70, on y revient. Donc à l'époque, en réaction à l'émergence d'une écologie politique, les sociétés industrielles vont tenter de transformer ces fuites détritiques en des ressources pour penser les conditions de leur renouveau. Voilà, quand on dit qu'un dessin vaut mieux qu'un grand discours, je parle depuis tout à l'heure, mais là, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et donc, vous l'avez compris, hein, la mine urbaine, elle est là. En gros, c'est 300 kg de nature pour 10 kg de produits industriels. Bon, ça, c'est des moyennes, mais ça vous donne un peu une idée des échelles dans lesquelles on est prise. Je vous parlais de la mine urbaine, alors on parle plus particulièrement de mine urbaine, pas s'agissant de l'ordure ménagère ou des plastiques, mais plutôt des métaux, quoi. Imaginez, pensez à tous ces téléphones première, deuxième, troisième génération qui sont dans vos tiroirs, là. On en a tous, hein, à côté des piles dont on ne sait pas quoi faire et tout, qu'on a oublié de ramener. Et bien là-dedans, il y a pas mal de choses. Alors après, voilà. Je vous parlais de gisement sur mer, la mine urbaine, ben là on est au Caire, par exemple. Donc je vais faire circuler ça. Donc ouais, ce qui est intéressant, c'est que le développement de la collecte et du recyclage dans les pays avancés a provoqué un déséquilibre entre l'offre et les capacités d'absorption d'une industrie locale, souvent en perte de vitesse. Et pour ça, la France, elle est exemplaire. La France, depuis 40 ans, se désindustrialise et elle doit faire face à un flux de plus en plus grand qu'elle est incapable, en fait, techniquement, de traiter. Et c'est pour ça que tout ça circule. La seule solution a été de trouver de nouveaux débouchés à l'exportation, ce que je vous expliquais. Ce qui correspondait d'ailleurs à la demande de pays émergents en pleine industrialisation. Donc là, on a une espèce de forme d'échange qui est assez intéressante, ne disposant pas des ressources primaires ni des gisements de déchets à exploiter. Et la Chine, pour ça, c'est ça. Le prix de son rattrapage technologique, c'était évidemment de recevoir, je ne sais pas comment le dire, la merde qui venait du monde entier. Il y a un quartier au Caire qui sait vraiment comme on peut en trouver à Delhi, comme on peut en trouver à Hanoï, comme on peut en trouver dans toutes les villes, qui s'est véritablement spécialisé dans la collecte, le tri et maintenant les premières transformations, extraction, transformation des matières. Ce qui est fascinant dans le cas du Caire, c'est qu'il y a 40 ans, c'était un bidonville qu'on connaît ici parce qu'il a été popularisé par une figure qui est Sœur Emmanuelle. Son fameux Yallah, imaginez, elle est dans les années 70, elle est loin de la ville, dans le désert, et elle rencontre cette communauté de chrétiens qui arrive du sud, et je parle trop là, qui est dans le sud et qui arrive au Caire. Aujourd'hui, à la faveur de l'étalement urbain de ce qui est devenu un vrai mastodonte, on parle à peu près de 20 millions d'habitants, ce quartier qui était aux confins de la ville, sur les bords du désert, c'est devenu un quartier péricentral. Et eux, ils sont restés. Donc ça leur apporte évidemment toujours de collecter, trier et de transformer, mais ce qui leur apporte le plus aujourd'hui, c'est de spéculer sur du foncier qui se met à lotir.
alors d'un côté, hein, pour récapituler, on a des pays occidentaux qui produisent des déchets de qualité, dont ils souhaitent se débarrasser. De l'autre, des pays émergents voyaient nos déchets comme une mine à exploiter. Le marché mondial du déchet et sa gestion apparaît donc à ce moment-là. Les multinationales s'y engouffrent, nos collectivités s'engagent à produire et trier des déchets pour alimenter des entreprises qui pourront nourrir les flux mondiaux. Alors, je ne sais pas si ça c'est clair pour vous, mais en France, comment ça marche la collecte? Donc, vous avez des marchés de délégation. Donc, vous avez des entreprises, Veolia, Suez, de Richebourg, qui viennent, qui collectent vos déchets. Donc, il y a une partie de collecte sélective. Donc, en fait, on a identifié des matières recyclables qui sont importantes, le papier, carton, le verre, évidemment, les métaux, le plastique. Et aujourd'hui, vous avez des centres de tri, en fait, qui s'automatisent. Et donc, la plupart du temps, à la faveur du développement d'une économie sociale et solidaire, vous avez des gens qui, assistés de machines et tout, vont aller prélever ce qui nous intéresse. En sortie d'usine, vous allez avoir des balles de carton, des balles de verre, des balles de plastique, exactement ce que vous voyez là. Tout ça, c'est valorisable parce que vous l'avez compris, il y avait un marché maintenant pour traiter. Un marché local, mais qui ne pouvait pas tout absorber, et un marché qui se globalisait. Ce qui est important de savoir, c'est à qui appartiennent ces déchets-là. Même si le marché de délégation de la collecte a été une entreprise, même si cette même entreprise gère le centre de tri, la matière appartient toujours aux collectivités. Et donc, en sortie de truc, vous avez un système de vente aux enchères où les mêmes opérateurs vont se positionner pour acheter cette matière-là. Et après, on va l'envoyer au papetier. Après, on va l'envoyer à Véry. Après, on va l'envoyer au bout du monde. Donc aujourd'hui, que ce soit de Richebourg, que ce soit Veolia ou que ce soit Suez, ils ont ils font tous du trading de matière. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils ont des centres dans toute la France. Et donc, eux centralisent, ce qui nous paraît complètement dispersé et tout est complètement centralisé. Et après, ils ont des bureaux de vente et ils rachètent ça. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous avez un centre de tri qui est fait par vous, vous savez exactement comment ça a été fait, comment ça a marché. Veolia, qui est un centre de tri, par exemple, je ne sais pas, du côté de Marseille, eh ben, il sera en concurrence avec d'autres pour acheter la matière qu'il a lui-même triée. Peut-être qu'il faudrait aussi rajouter, pour ceux qui ne le savent pas, que ce prix des matières premières secondaires est indexé directement sur le prix des matières premières. Voilà, des résénateurs. On va y venir après. Et donc évidemment, quand vous avez un enrichissement des cours de matières premières, vos matières secondaires, elles deviennent intéressantes. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que non seulement la Chine, elle a arrêté d'importer, mais le prix de la résine, si on prend du pétrole, s'est complètement effondré. Et du coup, de la résine vierge, ça coûte beaucoup moins cher que de la matière première secondaire de plastique. Les cours actuels des matières premières, le pétrole en premier, sont tellement bas que voilà. Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et donc évidemment, c'est là que l'importance de la Chine... Alors voilà, là on est en plein sur la question. Donc là on a un autre collègue, tout à l'heure on parlait de Baptiste Mont-Saint-Jean, là c'est Jamie Furniss qui lui a travaillé sur ce quartier des Abalines au Caire et qui justement a vu, je peux pointer avec ça, ah oui, regardez. Donc lui il était en 2008 là-bas. Et donc en fait il y a eu la crise de 2008 et il a observé in situ l'effondrement des cours mondiaux des matières premières. Et donc là, vous avez le PET, qui est véritablement la bouteille en plastique, le plastique transparent, qui est le plus valorisable, celui qu'on recycle le mieux. Et donc, il était, voilà, vous aviez les prix à ce moment-là, et tout d'un coup, on est en septembre, et tout d'un coup, ça s'effondre, il n'y a plus rien. Ça ne vaut plus rien. Et donc là, il y a deux choses qui se passent. Il y a ceux qui ont des capacités de stockage, à un moment donné, et donc il y a les gagnants de cette crise, du côté des Abalines, et qui ont tout racheté. Pour rien. Ils ont racheté pour 100. Et ils ont attendu, et 2 ans, 3 ans après, c'est devenu 2500. Donc moi, j'ai accompagné Jimmy là-bas, on a travaillé ensemble, et celui vraiment qui est devenu maintenant son ami aujourd'hui, 2008, on lui parle, il adore quoi. Parce que 2008, c'est son appartement qu'il a pu acheter en dehors du quartier, en dehors du bidonville. 2008, c'est son mariage. Sa vie, elle a bifurqué ce jour-là. Évidemment, parce que lui, il n'avait rien, si ce n'est un grand entrepôt. Et donc, il a tout racheté pour rien, et maintenant, il a vendu. Et maintenant, ce qui est intéressant de voir, pour vous dire, c'est qu'en Égypte, comme au Sénégal, comme ailleurs, on s'est rendu compte que faire partir tout ce plastique en vrac,
il y avait quand même une possibilité de créer de la valeur sur place. Et donc aujourd'hui, vous avez des tarifs de douane qui dissuadent les envois parce que ce qu'on veut, c'est que les usines qui transforment s'installent pour créer de la valeur sur place. Et aujourd'hui, on n'exporte presque plus de PET, pas parce que ça ne vaut pas la peine, parce que les droits de douane sont tels que les Chinois sont venus en Égypte et ont implanté leur propre usine sur place. Et ce Zabaline dont je vous parlais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est devenu le principal acheteur de plastique, non plus à l'échelle du Caire, parce que le Caire ne suffit plus, mais à l'échelle du Delta. Donc le Caire, le Delta, plus on parle de 40 millions de personnes pour faire face à la demande. Donc on continue. Voilà. Alors j'avance. Oups, ça va trop vite. J'attendais que Marion arrive pour qu'on soit synchrone sur ces slides. Marion, géographe, collègue au CNRS aussi. Et je vous disais tout à l'heure, tout l'enjeu des travaux qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de combiner des enquêtes ethnographiques au long cours, in situ sur des terrains, avec des données quantitatives, beaucoup plus massives, qu'on trouve dans de grandes bases comme celle-ci. Et je vais en raconter un peu ce qu'on essaie de faire. Mais je continue avant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on y viendra, mais si on prend le carton, par exemple, le carton, à chaque fois qu'on nous parle des grandes success stories chinoises et tout, on fait ça dans le high-tech, le machin et tout, mais il faut savoir que parmi les plus grandes fortunes chinoises qui sont créées ces 30 dernières années, eh ben, on a des papetières. Là, j'ai l'exemple qui était dans l'article de Madame Zhang Yin, qui est aujourd'hui une des plus grandes fortunes chinoises, on parle très peu d'elle, grâce au recyclage du papier. Parce qu'on est sur des petites marges, mais les quantités sont telles qui font que... Et une des raisons, et pour comprendre un peu de la rentabilité de cette affaire-là, c'est que vous avez des coûts logistiques qui sont assez forts, des coûts de transport qui sont assez importants. Mais nos déchets qui partent d'ici pour aller en Chine, qu'est-ce qu'on met dans les containers qui arrivent de Chine? Qu'est-ce que nous, on exporte vers la Chine? Finalement, pas grand-chose. On n'exporte pas grand-chose. Donc, en fait, si vous prenez des camions, vous prenez un Paris-Le Havre, ça va être presque plus cher en camion qu'un Le Havre-Shanghai. Parce que les containers, ils repartent à vide. En 2017, je ne sais pas si vous avez l'occasion, il y a une exposition au MUSEM qui s'appelait Vie d'ordures. Donc, une exposition sur laquelle on a bossé comme des malades pendant 2 ans. Et Vie d'ordures, en fait, c'était une exposition sur l'économie des déchets et du recyclage en Méditerranée. Et là aussi, pendant 2 ans, on a fait des enquêtes. Du Maroc à la Tunisie, en passant par l'Égypte, le Liban, la Turquie, l'Albanie, l'Italie, la France, on a oublié l'Espagne. Donc toujours des enquêtes dans les endroits que je vous ai montrés, par exemple au Caire, pour savoir comment ça se passait et tout. Et moi, à ce moment-là, je découvrais un peu en fait ce marché parce qu'on discutait avec les gens. Mais finalement, vous êtes là, ben oui, tu récupères ça, mais tu le vends à qui? Et puis de proche en proche, on se rendait compte qu'à chaque fois, on arrivait en Chine, en Turquie et tout, et on commençait à toucher du doigt ce marché global. Et là, on s'est dit, et à ce moment-là, mais je ne sais même plus comment. Je ne sais même plus comment j'ai découvert comme trade, je disais, où on m'a dit, mais tu sais qu'il y a une base de données des Nations Unies, ça fait 40 ans, qui compile systématiquement, marchandise par marchandise, l'ensemble des flux à l'import et à l'export qui sont déclarés en douane. Je fais waouh. Et ça, c'est en ligne, en accès libre, pour tout le monde. Et là, je me dis, putain, mais c'est incroyable. Donc, si on a toutes ces marchandises, peut-être qu'en faisant attention, on n'aura pas des déchets, mais on aura peut-être ces matières qui sont valorisables et tout. Je vais voir Marion, parce que moi, les bases de données, ce n'est pas mon truc. Celle-ci, elle est plutôt accessible. Ils ont fait un vrai effort. On commence à faire des requêtes et tout, et Marion, elle se rend compte qu'effectivement, il y a des catégories, des sous-catégories de waste off. Et ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'on trace effectivement toutes sortes de déchets, dont la ferraille. D'accord. Et à partir de là, tout l'enjeu, ça a été d'extraire cette donnée, mais bon, ça faisait des longs tableaux qui ne donnaient pas grand-chose, et surtout de la donner à voir. Et alors, il y avait plein de choses merveilleuses dans cette expo que j'espère que vous avez vues.
Mais un truc qui était complètement inédit, c'est que là, vous aviez la première représentation de ces flux à l'échelle internationale de ferraille. Alors ça a été du boulot, hein. On n'est pas arrivé du jour au lendemain là-dessus. On est parti sur des cartes de flux, mais ça faisait des espèces de spaghettis, tellement il y en avait, on n'y voyait rien. Et Marion nous a dit, mais pourquoi on ne ferait pas des graphes, hein? Pourquoi on ne ferait pas des graphes à partir des flux les plus importants? Et c'est là où on voit émerger la Turquie. La Turquie, qui est un hub mondial avec la Chine de la ferraille. Donc on sentait qu'il se passait quelque chose, mais là aussi, c'est un choix industriel qui est fait par la Turquie, qui a développé un parc d'aciérie électrique. Et évidemment, la matière première pour alimenter ces parcs, eh ben, c'est les ferrailles du monde entier. Et donc là, on se rend compte qu'on a un marché mondial qui est piloté par ce couple turco-chinois. Donc la géographie, vous la retrouvez en bas à droite, où là, on a fait des bilans import-export, et on voit les premiers exportateurs. Et en creux, ce qui se dessine, par exemple, avec le cas des États-Unis, sur ça, vous voyez ce flux, c'est la désindustrialisation de ces pays. Aujourd'hui, les États-Unis est incapable de traiter les flux détritique qu'elle génère et tout. Et ça, on l'a fait pour les principales matières, les matières premières recyclables. Vous avez vu, hein, le PET tout à l'heure, on avait l'aluminium, les déchets électroniques, et voilà, et l'aluminium. Et tout le travail et tout l'enjeu, hein, c'est ça, c'est de comprendre comment nos chiffonniers du Caire, qui en une génération sont devenus des petits entrepreneurs du recyclage, comment ces petites entreprises familiales sont devenues de véritables multinationales de poche branchées sur ces flux globaux. Et voilà. Et donc là, vous avez le graphe de la circulation de l'aluminium, qui est un des principaux métaux avec le cuivre transformé et récupéré. Et voilà. Et là, on retombe sur le Caire. Et là aussi, on a une histoire qui est facile. Alors, je pourrais passer 1 heure là-dessus, je vais aller très vite. Mais voilà, avec la canette, on a un objet formidable. Tout d'un coup, on se demande, mais pourquoi on s'est mis à utiliser l'aluminium comme emballage alimentaire? Et là, on va du côté des historiens de l'environnement. Les historiens de l'environnement, je pense à Frézos, Bonneuil, vous avez peut-être vu l'événement Anthropocène, mais à un moment, il nous raconte qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'effort de guerre qui fait que toute l'industrie américano-européenne, en fait, s'était concentrée sur la production d'armement, de munitions, et donc l'aluminium était important. Il fallait reconvertir cet appareil productif. Et donc, il fallait trouver un débouché pour l'aluminium. Donc, le truc. Et là, on a la canette. La canette, on pourra en parler, parce que vous savez, Coca, récemment, a décidé, maintenant, mes jus de fruits Tropicana, je ne les ferai plus dans des cartons qu'on peut plus facilement recycler. Je reviens au plastique, parce que ce que veulent les gens, c'est de la transparence. Ils veulent voir le produit. Et on parle là-dessus. Mais si vous prenez... Alors, voilà, donc on enchaîne. Donc, la canette. Et là, on se rend compte qu'au Caire, après les États-Unis et le Mexique, on a les plus gros consommateurs de soda au monde. Et donc, on a un gisement de canettes incroyable, avec des puretés plus ou moins importantes. Voilà. On pourrait vous raconter comme ça. Et évidemment, ces canettes, ils les collectent, ils les fondent. Hein, donc là, ça fait écho avec des photos de Pascal qui a plus là-dedans, qui raconte très bien. Hein. On est sur des procédés métallurgiques de transformation très simples. Vous avez un creuset, on récupère de l'huile de vidange, on fait monter ça à 640 degrés, température de fusion de l'aluminium, et on a une coulée artisanale qui nous permet d'avoir des lingots, parce que ce n'est pas les canettes qui circulent dans les containers sous forme. Non, on a des lingots avec des puretés dont on saura un jour, parce que maintenant on travaille avec des chimistes en génie des procédés qui vont pouvoir nous caractériser les matériaux, qui sont sous forme de lingots. Là, un lingot, ça fait à peu près 10 kilos, ça vaut à peu près 10 €. Ça vous donne les prix à la tonne. C'est une activité qui est très lucrative et qui se fait dans des conditions, vous voyez vous-même. Hein. Nous, on a passé 15 jours avec eux et on a l'impression de s'être aluminisé, je ne sais pas comment on dit, tu vois. Donc voilà un peu l'idée. Et voilà, le fameux lingot qui circule. Imaginez, hein, vos poubelles maintenant sont des... Imaginez votre poubelle comme une boîte aux lettres. Hein. Vous jetez votre truc, en fait, il a adressé directement en Malaisie, au Vietnam et tout. Et maintenant, il dit non, on n'en veut plus. Et c'est retour à l'envoyeur. Donc à chaque fois que la Chine monte en gamme, en fait, il y a une relocalisation dans la sous-région des activités les plus problématiques. Et évidemment, ce sont les mêmes importateurs, ce sont les mêmes acteurs économiques, grossistes chinois. Ils vont aller... mais ça, vous nous le raconterez beaucoup mieux tout à l'heure. Donc voilà. Et alors là, c'est des choses... Donc on revient sur la mine urbaine.
Et on revient sur ce qu'on essaie de faire maintenant, mais je vais vraiment finir là-dessus. C'est toujours grâce à la même base de données, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi tracer les matières premières. Hein. Et donc là, on a donc un site qui s'appelle Resource Trade Journal. Et du coup, on essaie de voir maintenant les relations qu'il peut y avoir entre les flux de matières secondaires et les flux de matières premières qui sont appelés à l'avenir à être de plus en plus interdépendants. Donc là, c'est les premières explorations, c'est Marion, tu te rappelles? C'était il y a 1 an qu'elle avait fait ça, mais là-dessus, on est en train d'avancer. Alors, on s'est intéressé à un produit en particulier qui nous intéresse beaucoup, qui est la batterie. Hein, parce que la batterie lithium, la batterie uranium, aujourd'hui, les premières Toyota Prius, en fait, ont été mises en circulation il y a 20 ans, en 97. Donc, elles arrivent en fin de vie aujourd'hui. Et donc, vous avez, comme les canettes, un gisement de batterie, un Toyota Prius qui arrive aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va en faire? Sachant qu'aujourd'hui, on a une conversion automobile vers l'électricité. Et qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces batteries? Pourquoi on peut trouver vos déchets au Vietnam? Mais en fait, ici, c'est dans un village de recyclage. Mais auparavant, ce sont des villages agricoles. Ce sont des agriculteurs qui font des villages. Mais en fait, au fur et à mesure du moment, il peut changer. Il doit trouver un autre moyen pour gagner leur vie. Et en fait, il retourne vers l'industrie de recyclage. Et en fait, il a bien trouvé une source de matière première qui est, comment dire, origine de France, Europe pour faire leur vie. Mais en fait, pourquoi il doit choisir cette source de déchets comme une moyenne de production pour eux? Du fait que bon, maintenant c'est un peu difficile d'expliquer, du fait que ça renvoie vraiment une histoire de l'économie du pays. Mais en fait, auparavant, le Vietnam, c'est un État plutôt collectiviste. En fait, le système de l'économie, c'est un peu imbalance. En fait, avant les années 1990, l'économie du pays se focalise vraiment sur la production de métaux et un peu ça, de métaux et la production de riziculture. En fait, pour trouver en fait, c'est pas vraiment focalisé sur la production de papier. En fait, l'humain a trouvé ou l'humain a produit des matières premières pour le papier en pot. Et en fait, il doit chercher des sources qui viennent d'ailleurs, et notamment en Chine, en Europe. Il y a eu besoin, pour les industriels, de matières secondaires, de pétrole, pour pouvoir produire. Ils sont shiftés d'activité, ils se sont spécialisés dans le plastique. Et là, il s'avère que, là on était là au bon moment, quand les opérateurs chinois, les filiales chinoises ont commencé à ouvrir des entreprises dans ce village pour continuer leur activité qu'ils faisaient en Chine, qu'ils ont commencé à faire à Hanoï, c'est ça? Oui, et voilà, vous voyez dans cette photo, c'est juste une rue dans un village de métier de recyclage de plastique, on dit, et voilà, c'est comme continue la présentation de Yann Philippe. Oui, c'est le déchet, j'imagine peut-être c'est le plastique français, non? Ça devait mettre entre 1 et 3 mois avant d'arriver au Vietnam. Le truc qui est important par rapport à ce que disait Yann Philippe avant, vous me coupez si je suis faux, pourquoi le Vietnam et les autres pays d'Asie du Sud-Est sont devenus un nouveau débouché pour nos poubelles? C'est parce que ce sont des pays en pleine croissance industrielle, donc il y a des capacités industrielles de traitement, et surtout c'est la main-d'œuvre qui ne vaut pas grand-chose. Il faut rappeler que le salaire moyen au Vietnam, c'est 120 $ ou 150 $ par mois. Oui, malheureusement, c'est ça. Et donc, du coup, si elle a un débouché. Du coup, il y a beaucoup de Chinois qui se sont installés, qui ont ouvert des filiales, comme tu le racontais à propos de l'Égypte. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de filiales chinoises qui opéraient autour d'Hanoï. Oui, voilà. Qui vient même directement dans ce village. On a rencontré des entrepreneurs, des propriétaires, des compagnies chinoises qui viennent pour faire l'économie dans ce village.
le jour qu'on a visité ce village, non? On a déjà croisé. Oui. Mais bon, qu'est-ce qui passe après vos déchets dans notre... là-bas, ici, dans notre pays, c'est c'est les gens locaux, c'est les Vietnamiennes, c'est les Vietnamiens qui travaillent dans les conditions de travail très mauvaises, à la main, et voilà. Et par terre, dans l'eau, dans l'air, et qui mènent des... bien sûr, c'est pollution, parce que... malheureusement, comment on dit, le loi de travail, le loi de, comment on dit, d'environnement de notre pays, c'est un peu faible pour ce moment. On essaye de dire non, on veut pas, on veut plus de vos déchets, mais bon, en réalité, c'est... Là, ce que tu montres, cette photo, on voit cette rivière. On est à côté d'un village de métier, donc les villages de métier, ce sont des sortes de... En fait, avant ce canal, c'est l'eau pour l'agriculture. Derrière ce range des bâtiments, là, des maisons, là, c'est le rizière. C'est le rizière. Et vers là, quand même, c'est le rizière. Et maintenant, c'est le plastique qui vient, qui s'occupe de l'espace. Et voilà, et c'est tous les morceaux de plastique le long ce canal, ça vient directement dans l'eau. Et voilà, vous voyez, la couleur de l'eau, c'est... En envoyant nos poubelles dans des pays asiatiques où la régulation environnementale est plus faible que chez nous, on externalise juste notre pollution parce que ça se termine finalement dans les rivières. Et c'est pour ça que cette rivière a cette couleur terrible. L'année dernière, quand on était allé avec Minh Phuong visiter ces usines, la rivière qui passait à côté de l'usine de papier, c'était terrible. Elle avait une couleur daltonien même. Ça semblait irréel, quoi. Mais même, tu vois, tu peux sentir que l'air ici, c'est pas ici, c'est ici, c'est dans notre pays. Oui, voilà, bien sûr, c'est pollution et il mène des problèmes pour la santé des gens locaux, des cancers. Cette pollution, au bout d'un moment, crée des frustrations et des ONG, des activistes environnementaux commencent à se mobiliser peu à peu dans les pays du Sud-Est, et notamment au Vietnam. Peut-être l'État, il veut, comment on dit, continuer ou pas, mais nous, les gens, les résidents, on veut plus. Parce que c'est notre vie, c'est pour les générations prochaines. Mais ça pire. Hein. Imagine, c'est les enfants qui jouent dans la rivière plein de plastique. Il y a un ras-le-bol général qui est relayé par les médias. Oui, c'est ça. Bon, et sous la pression de la public, l'État vietnamien a décidé de fermer la porte. Au juin, ça a approuvé au juin 2018. On n'importe plus de déchets. C'est une interdiction des importations des matériaux secondaires, de certains types de matériaux. Donc vous avez entendu parler de la Malaisie qui a envoyé 3000 tonnes de cargo aux États-Unis et au Canada. Le Vietnam a mis en place une interdiction l'année dernière en juin 2018. L'Inde, par exemple, depuis 2016, officiellement, c'est plus possible d'importer des déchets. En réalité, au Vietnam, comme en Inde, comme en Malaisie, il y a toujours des entreprises qui parviennent à obtenir des exemptions. Exemptions pour pouvoir avoir le droit de continuer à importer. Oui, c'est ça. Sauf que c'est un peu paradoxal. Parce que c'est entre les entrepreneurs qui veulent continuer cette économie, on peut dire cette business, ça rage d'argent. Ouais. Sauf, donc les industriels, malgré que ça soit interdit, ont toujours besoin quand même de cette matière secondaire et vont toujours essayer quand même d'avoir accès, d'importer ces matières-là. Et malheureusement,
heureusement, c'est Rasso. Enfin, vous savez, c'est Vietnam, c'est un des 5 pays qui comment on dit, qui consomme, qui produit le, comment on dit, le volume plastique le plus gros dans le monde entier. Malheureusement, c'est nous qui sommes un des pays qui jettent des plastiques dans l'océan. Enfin, c'est top 5 dans le monde entier. Bah, ça veut dire 2 choses, c'est qu'on produit, on consomme quand même, enfin, autant que vous. Et voilà, on importait, mais enfin, c'est la qualité de déchets, de nos déchets, c'est pas assez, c'est pas très bon pour la production. Bon, c'est la raison pourquoi on l'importait. Et voilà, après faire de l'apport, Rasso, un système, on dit informel, mais c'est pas vraiment informel. En fait, on a un système à Paris avec des chiffonniers qui fait le collecte porte à porte pour les habitants pour collecter des déchets. En fait, voilà, le même système qui marche au Vietnam comme ça. En fait, ce sont des femmes qui ne peuvent pas gagner leur vie avec où il n'a pas un moyen pour accéder à un métier qui est soit officiel ou travailler dans le bureau par exemple. Il doit tourner dans la rue pour chercher les déchets porte à porte dans les quartiers. En fait, il fait la collecte, en fait, il revend aux entrepreneurs. C'est l'équivalent des bifins parisiens. Voilà, c'est ça. Pour résumer, c'est le même système comme ça. Dans la ville de Hanoï, chaque jour, on peut collecter jusqu'à 300 tonnes de bouteilles PET par jour. En fait, c'est un montant important. Et en fait, après la collecte, l'ensemble des déchets va renvoyer vers un village de recyclage pour transformer. Et en plus, c'est bon, elle va retourner dans le cours des productions. C'est le carton qui va venir vers ce village. C'est les plastiques qui viennent aux autres villages. C'est l'aluminium qui vient vers là. Et voilà, grâce à ce système, on trie pas mal. Et oups! Et après, c'est au village. Avant, on a dit c'est un système informel, traditionnel, très efficace, mais c'est invisible. C'est le thème de l'exposition finalement. C'est ce système ces invisibles qui finalement prennent soin de nos déchets et qu'on refuse de voir alors que ce sont eux qui prennent, qui gèrent notre saleté. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Mais j'ai cru comprendre qu'au Vietnam, parfois c'est dangereux d'être un activiste. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment ça marche? Mais en fait, on fait comme ça sur Facebook et parfois on manifeste sur Facebook. D'accord. Oui. Mais plus en plus ensemble, on fait des groupes et on partage, tu vois, les expériences, comment on fait, comment on jette, comment on peut choisir la production, et voilà. Et oui, par exemple, ici, c'est un journal très, un peu étatique. Mais quand même, il y a quelqu'un dedans, le système soviétique. Vous comprenez, le soviétique communiste, oui. Vraiment communiste, hein? C'est pas communiste français. Oui, mais quand même, il y a quelqu'un dedans qui prend la responsabilité pour dire oui, on comprend, c'est ça, et c'est pour la future, vous ne pouvez pas faire des activités comme ça, non plus. Donc oui, et les autres groupes qui cheer up les gens pour suivre les processus plus clairs, plus purs. Oui. Mais j'ai une question à vous aussi. C'est un peu même des problèmes similaires au Cambodge, non? Ah
Alors, au Cambodge, ils s'appellent les Ejai, mais c'est ensuite envoyé à des grossistes qui, eux, envoient au Vietnam ou en Thaïlande, parce qu'il n'y a pas de recyclage au Cambodge. Ah oui. Donc il y a une consommation au Cambodge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui boivent dans des bouteilles en plastique. Oui. Donc aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait d'importation de déchets qui viennent d'Europe au Cambodge, mais il y a une importation de produits et donc une création de déchets. Et ensuite, une collecte et un envoi au Vietnam. Je crois qu'il y a une usine de recyclage qui est en projet avec des Japonais qui veulent faire des meubles en plastique avec des déchets PET. Enfin, au Cambodge. Au Cambodge, à la frontière avec le Vietnam. Ah, moi, je suis pour. Madame Cuisinier, Oui, est-ce qu'on a le droit de goûter quelque chose? Parce que c'est des clafoutis. À la feta. Ça, c'est des petits crostini avec de la ricotta, cardamome, zeste de citron. Des petits pickles. Mais on m'a commandé pour 15 et je crois qu'on est un poil plus. Ça, c'est des sablés. Des sablés cumin, parmesan, cumin, noisette. Alors ça c'est deux petites bouchées. Là il y a des sablés, noisettes, parmesan, cumin. Noisettes parmesan. Ouais. Et ça c'est crostini avec de la ricotta assaisonnée au zeste de citron et à la cardamome. Et avec des petites pickles de radis. Ouais. Voilà. Là il y a les tartinables. Faut pas utiliser le mot anglais. Ça c'est du dal. Ça c'est du houmous avec un peu de za'atar. Et ça c'est des rillettes faites maison. La récup. Non, non, il y a une partie récup, une partie le vernissage, la première exposition, c'était 100% récup. On avait récup. On était passé par une association. De l'eau, après il y a du jus d'orange aussi. Oui, du recyclage de terre qui sera d'ailleurs là samedi. C'est une vaisselle Emmaüs, c'est pour ça qu'il y a des dessins dessus. Mais là, il y a une partie qui vient de Vingam, qui est une épicerie bio, et qui, pareil, donne très régulièrement des restes en fait. Essentiellement des légumes et un peu de légumineuses aussi. Non, en fait, maintenant, donc voilà. Ah non, non, les rillettes, le cochon vient de chez le boucher. Ah ouais, parce que j'ai déjà fait des rillettes. Ouais, voilà. Ok. Peut-être qu'ils vont faire les Comment s'organise l'exposition? On commence en bas de l'échelle sociale, dans la décharge, et on termine peu à peu, on suit toutes les photos, vers la reconnaissance, la dignité des statuts des travailleurs des déchets. Donc on a une progression qui s'avère, ça tombe bien ici à la Villette parce que ça monte la rampe en plus, mais c'est le même principe, peu à peu, l'objectif final de l'exposition, c'est de rendre cette dignité, cette reconnaissance aux travailleurs des déchets. Donc, comme je le disais, c'est difficile de prendre en photo les décharges parce que justement, c'est compliqué de rendre à quelqu'un sa dignité quand les conditions de travail sont déplorables. Mais on commence quand même par là pour montrer les outils avec lesquels les travailleurs des déchets peuvent s'équiper les déchets. Donc sur la décharge, on voit les crochets, on voit les paniers. On vous envoie cette expo parce que là, on est en ce moment à la Villette. Ça fait un mois qu'elle est passée dans différents instituts avant. Mais on l'a fait dans d'autres pays. La semaine dernière, elle était au Liban. L'année dernière, elle était en Inde pour montrer que ce n'est pas une spécificité des pays en développement, pas du tout. Ça se passe aussi dans des pays dits du Nord, et notamment en France, à côté de chez vous, à Saint-Ouen, il y a les récupérations qui se passent, à Évry, il y a les récupérations qui se passent, à la Villette, il y a la récupération qui se passe. Les photos sur la France, c'est beaucoup sur la ferraille, mais vous voyez là, par exemple, là c'est une photo au Maroc, où c'est à Casablanca, où ce récupérateur revient avec beaucoup de polystyrène. Là, on a les éboueurs payés par la municipalité pour récupérer leurs déchets, et à côté, on a les éboueurs non payés par la municipalité, mais tolérés, parce qu'ils contribuent à diminuer la masse, le volume à enfouir en décharge, qui travaillent avec les éboueurs à côté pour récupérer, et avant que
les déchets terminent dans la benne. Des photos de coopératives de récupérateurs de déchets qui travaillent avec les municipalités auxquelles la collecte a été déléguée. Moi j'aime bien cette photo-là. Notamment parce que je peux en parler mieux vu que c'est moi qui l'ai prise. Moi j'ai pris toutes les photos sur l'Inde. Et quand on parlait de hiérarchie sociale, ceux qui font le sale boulot du sale boulot sont ceux qui travaillent sur les décharges. Là en l'occurrence c'est des Bangladeshis. Et j'aime bien cette photo parce qu'on voit les cendres de l'incinérateur voisin qui a été mis en place à Delhi, parce que Delhi, en tant que puissance en plein développement, veut se débarrasser de ses décharges. Du coup, ils ont opté pour la solution, comme on l'a fait nous en Europe, mettre en place des incinérateurs de déchets, avec l'idée qu'on va brûler les déchets et ça va éliminer les décharges. Delhi a un gros problème de décharge. Ils ont fermé 17 décharges, il en reste 3 énormes qui font 55 mètres de haut, c'est des véritables montagnes. C'est un problème. Du coup, en brûlant ces déchets, ils s'imaginent se débarrasser de ces décharges et également se débarrasser de cette image de pays en développement qui n'arrive pas à gérer ses déchets. Et donc en gros, quand on dit qu'à Delhi, ce qui sort de l'incinérateur, ça réduit, bien évidemment, mais il reste quand même 30% de déchets sous la forme de cendres dont tu ne peux pas te débarrasser. Et à la base, ils sont censés en faire des briques, mais bon, ils ne le font pas. Et ils les laissent directement sur la décharge. C'est une sorte de pâte qui ressemble à du pétrole. Non, c'est plutôt vraiment de la cendre. Le plastique, ça se transforme en cendre. Ah non, non, en fait là ça s'est chauffé très 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 fort. Ces incinérateurs, en fait, ils brûlent le plastique. L'idée qu'avec la chaleur qui est générée, ça génère de l'électricité. Et ils récupèrent la chaleur pour générer de l'électricité. Mais en brûlant toute cette masse de déchets, c'est vraiment la combustion de masse. Si tu veux, tu as des cendres et des fumées toxiques qui sont produits. Donc tu as les cendres lourdes qui tombent, c'est ça, qui après sont récupérées, et les cendres plus légères qui passent par la cheminée, qui sont évacuées dans le ciel. Quoi. Depuis l'année dernière, officiellement, le tribunal vert, donc le tribunal qui gère ces problèmes environnementaux, a statué que les nouveaux filtres qui avaient été mis en place dans l'incinérateur de Delhi, dont on parle, celui qui est à côté de sa décharge, respecteraient les normes du gouvernement et donc ne seraient pas polluants. En réalité, tu as toujours des activistes environnementaux, des associations de protection de la nature et des associations de résidents qui disent mais non, nous on a d'autres chiffres et ces filtres-là ils ne fonctionnent pas, il faut fermer cet incinérateur. Non, en termes de recyclage artistique, à notre échelle, on a quand même réussi à récupérer avec Christine 1,2 tonnes de déchets qu'on a mis au centre de l'exposition l'année dernière à Delhi. Ce que tu vois là, cette tour ici. Quoi. Et le film de demain porte sur ça. C'est bon, artistique, c'est surtout une compression. Il y a des choses qui se font, mais elle en parlera mieux que moi demain parce qu'elle travaille directement avec des artistes d'Aravi qui récupèrent et qui font des œuvres artistiques avec nos déchets. Donc elle est mieux placée pour moi pour en parler. Mais en tout cas, à notre échelle, on essaie. Regarde, on la voit un petit peu là. Ce truc-là qu'on a monté là. Ouais, c'est beau. Hein. Celui-ci, t'as filmé ? Mon père, comme un héros, grimpe sur la montagne de déchets pour les ramasser. Et quand tu mets cette photo-là en parallèle de celle-ci, ce dessin d'enfant naïf en parallèle de cette photo-là, tu te rends compte que c'est la même chose. Tu as le papa avec son sac de déchets, la décharge au loin, là on est au sommet de la décharge, les différents matériaux à récupérer, des gens qui travaillent, qui trient, qui recyclent. Et là le gamin il a dessiné donc son papa, le sac de déchets, le petit rickshaw, essentiel pour porter les déchets, et surtout la pèse machine du grossiste pour voir combien il a récupéré en fin de journée et combien il peut revendre et combien il peut récupérer comme argent. Et tu vois les vêtements qui sèchent, en train de sécher, là, de la même manière. Là c'est une photo que j'ai prise à Erkepuram, à Hanuman Mandir, c'est un bidonville au sud de Delhi. Et t'as pareil, les gens qui font la lessive à l'eau froide, et c'est un bidonville qui est à 90%, c'est que des chiffonniers qui habitent ici. Donc ça, cette précarité qui est là à la maison, et tu as la réalité du travail en haut de la décharge, je trouve ça intéressant. Mais la pèse machine, c'est une balance. Le weighting machine en anglais, une balance. Oui, voilà.